Radio 2M. Oui, entrez. Bonjour patron, je viens pour l'hebdo. Oui. Vous savez, le concept... L'idée du concept, c'est quoi? Justement, on n'a toujours pas trouvé. Alors je me disais que là, l'émission va commencer, c'est peut-être l'occasion d'écouter ensemble. Allez-y, faites-moi écouter ça. Ah super, écoutez, ça commence là, maintenant. Bon. Puis on mettra ça dans une case peut-être après, non? Allez. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo. Beaucoup d'actualités cette semaine. La dernière info en date, c'est celle sur la non-réouverture des frontières. Ouvrira pas. Le couperet est tombé hier. Aucune réouverture, au moins jusqu'à la fin du mois. Hier, c'était la journée mondiale contre la corruption. Au Maroc, beaucoup de choses ont été faites. Mais est-ce suffisant? Pour certains, la réforme de la justice pourrait permettre des avancées majeures. Mais que prévoit-elle exactement? On vous explique dans un instant. Omicron, méchant, pas méchant, quoi qu'il en soit, il contamine, et ça c'est sûr et certain. Le pass toujours en vigueur, mais dans les lieux publics, les commerces, les restaurants, les cafés, les contrôles ont-ils vraiment lieu? Salima a enquêté pour nous. Nous vous parlerons aussi de nos jeunes. Comment vont-ils? Pas terrible en fait. Ils ne voient pas la ville en rose, c'est le moins que l'on puisse dire, et n'ont même plus envie de se marier. Pour 70% d'entre eux, vrai de vrai, c'est ce que révèle un dernier rapport. Une séance de psy avec l'hebdo, dans l'hebdo, avec Mohsin Benzakour, psychosociologue. Il nous rejoindra dans quelques minutes. Et puis, un autre rendez-vous des plus attendus, un match de foot. Ça, c'est quand on parlera de sport. Un match de football qui opposera demain le Maroc à l'Algérie, que vous pourrez suivre en direct, bien évidemment, sur Radio 2M. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous, comment ça va bien? Ça va. Bonjour Fatih, ça va parfaitement bien. Alhamdoulilah. Voilà. Je vais débuter avec ça. Bonsoir, bienvenue dans votre nouvelle émission hebdomadaire, c'est l'hebdo, que vous retrouverez désormais chaque semaine, les vendredis de 18h à 19h. L'hebdo, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu ce que vous avez entendu sur cette bande-annonce. L'hebdo, c'est un journal, mais pas vraiment. On était plus enthousiastes, il y a un an. Ah bon? Non. Ah bon, pourquoi? Déjà, je te remercie. Pourquoi? Pourquoi Vous êtes qui, madame? Attends, Amine, venge-toi, fais quelque chose. Que puis-je y faire? Alors, on vous passe ça quand même, qu'on explique Oui. à nos auditeurs. On vous passe ça parce que c'était il y a exactement un an, jour pour jour, le 10 décembre 2020. L'hebdo était lancé pour la première fois. Aventure extraordinaire. Non, mais jamais quand vu je dis dans le monde plus de la radio. enthousiaste, c'est dans le sens où là, ça faisait 1 an qu'on était dans la crise et là, ça fait 2 ans et ça commence à faire un peu long. Comment Écoute ça, ça va te faire du se bien. rattraper aux branches. Écoute ça. I want to wish you a happy birthday. Happy birthday to you. I want to wish you a happy birthday. Enfin, vous avez toujours tellement j'en ai beaucoup. Ah oui, c'est vrai que t'en as beaucoup. C'est moi le Benjamin de l'équipe. T'as 5 mois, toi. Voilà. Le petit bébé, quoi. Même pas 5 mois. Benjamin, pas, mes gros j'ai coups de 3 cœur. mois. Mes gros coups de cœur. Ouais, Amen Rahman. Tu sais, à un moment tu dis gros, Je j'ai eu t'aime. très peur de savoir ce qui viendrait après. Allez, Ça on marche. débute Starfoula. avec l'image de la semaine. L'image de la semaine, c'est celle de ministre des Affaires étrangères, dont notre chef de la diplomatie, en train de taper le ballon. Une photo et une vidéo, vous l'avez vu partout, relayée par l'ensemble des médias. Ça s'est passé à Budapest à l'issue d'une réunion importante. Mais cette image est surtout très lourde de sens. D'une part parce que c'est la première fois que le Maroc prend part à la réunion ministérielle du groupe de Visegrad, le V4. D'autre part parce qu'à travers cette image, c'est une entente claire et nette qui s'est affichée, une entente entre le Maroc et donc les 4 pays européens de l'Est, à savoir la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et la Slovaquie. Et pour une fois, pas de poignée de main derrière un bureau et des drapeaux, la photo très officielle. Bah oui, elles sont réservées pour nous. Elle est Et pleine de mauvais esprits bel aujourd'hui. et je bien un échange trouve, hein. Les... de ballons sur le tendu, terrain. Ouais. Eh ben, ça nous a fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du Oui, bien. non mais évidemment que ça nous a fait du bien à tous. J'aimerais juste Je que vous ce soit préviens, plus Salima souvent. est très très râleuse aujourd'hui. J'aimerais juste que Préparez-vous. ça se fasse plus souvent ici, c'est tout. Que nos politiciens soient plus accessibles. Mais et que plus ça se humains passe ici. souvent tout court. Oui, bien sûr. Partout, Ça donne partout. quand mais elle a même raison. une belle... En fait, c'est pas que ça donne, c'est humain. c'est que ça finit de donner une image guindée de nos politiciens. C'est que des choses comme ça, on peut les voir souvent ailleurs.
Et c'est là où je rejoins Salima, on les voit jamais chez nous. On a quand même l'impression, au-delà de l'image, je vois même la langue. Il y a une langue quand les politiciens vous parlent, comme ça. Et il y a une langue quand ils prennent la parole à la télévision. Et on a l'impression que ce sont deux langues complètement différentes. On a l'impression qu'ils endossent un rôle, qu'ils portent un costume et que Salima voudrait leur faire enlever, je pense. Oui, c'est exactement ça. Merci Voilà, je me d'avoir suis bien exprimé, résumé. je t'en prie. Moi, j'ai une lecture un peu différente. Oui, que j'ai elle est pas mal, ta partagée lecture, avec, effectivement. avec Amine. Beau message subliminal. Ouais, je pense que la diplomatie, quand elle communique, rien n'est laissé au hasard. Moi, j'ai envie de mettre en fait ce contexte de photo avec le match qui va avoir lieu samedi et dire en fait que ce match n'a jamais, enfin, le sport n'a jamais pris une dimension aussi politique que maintenant. Et c'est peut-être un message aussi de Boreta pour dire le foot est aussi où le sport est politique. Oui, mais n'empêche que l'initiative, elle vient pas de lui, elle vient des autres et il a accepté Qui a l'invitation choisi d'ailleurs. Qui a choisi de partager L'image, la photo. elle a été publiée par le ministre des Affaires étrangères hongrois Ouais. avec cette phrase « L'équipe est au complet et un grand merci à Nasser Bourreta pour avoir accepté l'invitation ». C'était prévu à la base, donc c'est vrai qu'on peut se faire tous les calculs parce qu'on Défends-moi, aime bien Amine, défends-moi, je suis en train de me Non, noyer. moi, je trouve ton analyse travailler qui est nos peut-être neurones. fausse, mais en tout cas très réjouissive, on va dire. Réjouissante, pardon. En tout cas, c'est une belle image, une belle vidéo, quoi, qui fait Non, humaine. c'est bien, bien sûr, En c'est fait, bien. ton Ça, message, je- Salima, c'est de dire à tous nos politiques aujourd'hui, soyez plus humains de Oui. temps en temps, Ouais. arrêtez vos photos officielles. Exactement, plus voilà. accessible, sortir plus souvent, communiquer plus souvent. Sachant que pour avoir joué au foot avec certains, d'aucuns se débrouillent vachement bien ballon. Madame, Bah ouais. Madame Laouni, Vraiment. Amine Rahmouni joue au foot avec des Eh politiciens. ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est Ce n'est arrivé. pas la T'as joué partie. avec Mais des dans un- politiques avec qui? Oui, lors de l'inauguration du grand stade de Marrakech, Oui. il y avait un match qui avait été organisé avec des politiques, notamment Moussa Boulkhiat à l'époque, qui était au sport, et où des journalistes avaient été conviés. Donc, fatalement, il y a eu un match. Et certains se débrouillent relativement bien. Bien mieux, je pense, ballon-pied que dans leur action politique. Ah ah. Voilà. Mais à part Mounsef Alors, Bourkhayat, après, tu on as n'est pas d'autres obligé. Bah oui, bien sûr, mais après, on noms? n'est Mais pas avec obligé. qui? Mais il y avait Yalla, des politiques, yalla, c'est bon. Mais il y c'est avait- qui ouais. les politiques? On veut Ouais, des noms. il y avait j'ai oublié. Non, mais qui joue hyper. Non, mais suis- d'accord, mais voilà. qui joue hyper bien, par exemple? Moussa Boulkhiat joue pas trop mal. Ah ouais Un Non, peu- mais un n'empêche peu- que Nasser Bourreta, il a fait un pas contrôle. mal. On va s'étendre un petit peu. Il a fait un contrôle. Moi, je te parle d'un match. Mon Oh ne là débrouille pas là, trop mal, vous sauf êtes que d'une dureté. il veut pas lâcher le ballon. Ouais. Mais bon, je pense que c'est propre Bon, politique. en tout ça cas, aussi. c'est des images, messieurs, mesdames, les politiques qu'on aimerait voir un petit peu plus souvent, des images un petit peu plus humaines que les photos officielles. Là, je rejoins parfaitement Salima. On va parler de nos jeunes. Avec un chiffre à retenir, un chiffre inquiétant, 70% des jeunes au Maroc se disent réticents à se marier. Première fois qu'un chiffre aussi important est publié. On va en parler puisque c'est le moment de faire entrer notre invité. Il est professeur, chercheur, il est psychosociologue. C'est Mohsin Benzakour que je vous prie de bien vouloir accueillir. L'invité. Je vais pas vous tirer les oreilles, je vais vous tirer la cravate. Je suis désolé, j'étais dans Embouteillage une réunion Casab. officielle qui n'a rien à voir avec Borita avec son ballon de foot. D'accord. Ah, ça avait à voir avec le vaccin. Non, non, pas du tout. Il Marier faudrait les que jeunes. vous vous rapprochiez un tout Ne- petit peu ne de votre fouillez pas micro. trop, oui. Alors, je vous écoute, Lalla. Comment ça va d'abord? Parfait, et vous? Ben, Quel moi est votre j'ai. secret? Vous rajeunissez de jour en jour. Oh Vous êtes C'est parce charmant. qu'il est en Ça, c'est un retard. geste C'est technique. parce qu'il est bien en plus- retard. Ça, c'est un geste N'y crois technique qui est pas. pour moi bien plus efficace que les Boreta. Coup de balai. Ah ouais, non, mais là, non, du tout. Au contraire, c'est Non, mais magnifique. je dis la vérité. Là, vous avez entièrement raison. Non, on Vous pourrait n'êtes pas pas dire le jaloux, contraire, même si on le pensait. Vous aussi, vous rejeunissez vu qu'on vous a accueilli Vous l'année voulez dernière. bien sortir Ah, bah, ouais. tous là, s'il vous plaît? On va On rester se en lance tête des à fleurs, tête, nous. hein. Allez-y. Docteur, Oui, Lalla. rien ne va plus. Ah oui. Les pourquoi? jeunes ne vont pas bien. Alors, les chiffres qui ont été publiés, c'est 70%. Oui. C'est un rapport de l'Observatoire national du développement humain. Mhm. Si vous pouvez relever un tout petit peu votre micro, voilà, tout simplement. L'Observatoire national du développement humain, qui a démontré en fait un véritable... Bon, il y a beaucoup de données, mais c'est vrai que j'ai retenu ce chiffre parce que le mariage en général est synonyme d'amour, est synonyme de bonheur, de beaucoup Ah, de mais pas choses. seulement. Mais- On est De mariés, fécondité. pas seulement. Oui, mais- Mais pas seulement. oui, mais Vraiment, tu rejoins, non quand tu te maries, tout va bien. C'est Oui, oui, après que largement. ça peut Ah, dégénérer. Je peux t'assurer que même maintenant, tout va très bien. Bah, Mais c'est pas toujours le cas. alhamdoulilah. Non, mais ça démontre quand même un véritable mal-être chez notre jeunesse. Moi, j'ai ma propre lecture de la chose. La première, c'est que signifie jeune? Quand je suis un peu cette
Ce rapport, j'ai trouvé qu'ils ont axé leur mot jeunesse sur les 15, 19, 29 ans. Et pertinemment, quand on parle d'un enfant de 15 ans, pour parler du mariage, c'est vrai. qu'attendez-vous ? C'est vrai. Même au-delà de ça, c'est en changeant aujourd'hui que les études ils sont un tout petit peu plus retardées qu'auparavant. Donc, on peut aller même à 20 ans et à 22 ans, et ça serait toujours la même réaction. Donc, ils sont réticents, parce que le mot qu'ils ont utilisé, c'est réticence. Donc, c'est bien souligné. Par contre, au-delà de ça... On voit qu'il a lu le rapport avec Oui, je tout l'ai le lu. détail. Je l'ai... Monsieur prépare. Alors, la deuxième question, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, la moyenne du mariage, c'est 30 ans. J'aurais aimé que ça soit scientifiquement, la même question se poserait à ceux qui se sont mariés. Mais c'est une moyenne nationale ou Juste mondiale? nationale. National. Juste national. Juste national. Chez les garçons, Mais c'est quand on 31 recoupe ans, les chez les chiffres en filles, c'est fait à 30 ans. l'international, on On est pas est loin. très 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 proche. Tout à fait. C'est des statistiques de la HCP. Tout Et à donc, fait. automatiquement, j'aurais aimé que... Est-ce qu'il y a vraiment un changement d'opinion ? Parce que c'est une opinion entre 15 et 29 ans. Et pourquoi on se marie à 30 ans ? Pourquoi on change cette approche de la vie, du mariage aussi ? Est-ce que pour autant qu'on a peur du mariage, juste parce qu'on entend un chiffre faramineux de 114 000 par an de divorce, ça peut faire peur peut-être ? Est-ce que peut-être le chômage aussi qui est pour quelque chose ? Est-ce que pour autant que le chômage touche plus les jeunes diplômés ? Donc tout s'explique par un fait social plus que psychologique. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, chez les jeunes, dans des études que nous avons fait en tant qu'enseignants avec nos étudiants, ils sont plus réticents parce que ça marche plus entre hommes et femmes pour eux. Et ça, c'est plus sérieux. Ah ouais ? Oui, Pourquoi ? il y a moins de confiance, plus de risques, plus de méfiance. Je ne sais pas. Moins de patience peut-être aussi. Peut-être, c'est la gestion du conflit, c'est le rapport à l'autre, c'est aussi l'estime de soi. Donc il y a tout un bouleversement de la personnalité. Manque d'assurance, manque de confiance. en Oui, soi. exactement. Est-ce qu'il y a pas plutôt le rapport homme-femme qui serait en train de changer? C'est-à-dire que nous sommes passés nous passons tout doucement d'une société profondément patriarcale, avec un homme effectivement qui est c'est la figure tutélaire de la maison, à une femme plus effacée, à une société qui est en train de se déséquilibrer petit à petit, et qui fait qu'aujourd'hui les femmes ne veulent peut-être plus aujourd'hui de ce schéma-là. Peut-être, c'est une question, une lecture aussi, c'est ce qu'on appelle une phase de transition, parce que c'est vrai que accepter l'émancipation, accepter l'égalité, c'est pas une chose facile pour une mentalité aussi masculine que ça. Mais bon, est-ce que c'est un facteur primordial? Je ne le pense pas. Je ne sais pas, peut-être que c'est ma spécialité en tant que psychosociologue qui m'imprègne et que je vois plus le côté psychologique qu'autre chose. Et est-ce que tout ça à terme ne devrait pas donner un problème au niveau de la courbe natalité? Est-ce qu'elle ne devrait pas décroître et qui poserait un problème avec un vieillissement de la population? Mais c'est déjà le cas. La pyramide démographique marocaine a déjà changé. Il s'élargit au centre et il se rétrécit sur la base. Donc il y a moins de jeunes qu'aujourd'hui. À la moyenne, dans les années 70, c'était 7 enfants par famille. Aujourd'hui, c'est 2 et quelques, 2,4. Avec des gens qui vivent plus longtemps. 2,5 ou quelque chose comme ça. Vous avez pris en considération, est-ce que ce rapport a pris en compte la crise sanitaire est-ce qu'il est très récent du coup? Est-ce que quand ils ont répondu à la question, on était déjà en plein Covid? Bon, je ne pense pas que l'effet du psychose du Covid y est pour quelque chose, parce que là, c'est juste pour lui répondre, elle a été faite avant, en fait, puisque c'est les chiffres de 2019. Et Exactement. Juste pour répondre par rapport à l'âge, c'est l'évolution qui est intéressante, c'est-à-dire qu'en 2011, on parlait d'un chiffre de 42% en fait, de jeunes qui étaient réticents au mariage, et en 2019, on passe à 70%. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça, c'est juste avant la pandémie, et peut-être que ça l'est encore plus avec la pandémie. Ce sera encore peut-être plus grave aujourd'hui. Vu qu'il y a plus de divorces, moins de mariages. J'ai une autre approche parce que la pandémie, il a été supporté au moment où il y avait le cloisonnement familial. Il a été supporté pour ceux qui ne vivaient pas seuls, qui n'étaient pas isolés. Donc il y avait avec qui communiquer, avec qui partager. Par contre, ceux qui ont été déjà dans le ménage, ça a conduit à ce qu'on appelle certaines violences aussi. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une manière très négative de ce chiffre-là. Non, on essaie de les comprendre. Alors que moi, j'ai l'impression que la prise de conscience des jeunes est beaucoup plus intéressante parce que pour moi, après c'est ma propre lecture, moi je trouve pas que le mariage soit quelque chose de naturel chez l'être humain. Et oui, c'est ma propre vision. Je pense pas que c'est pas une finalité. C'est pas une finalité, ce n'est pas naturel. C'est-à-dire que la famille et l'institution du mariage, c'est quelque chose qui a été imposé à l'être humain. C'est pas quelque chose vers lequel on va d'une manière très naturelle. Et je suis très content de confondre institution familiale et monogamie.
Oui, enfin, dans tous les cas, Je pense que vous êtes dans l'anthropologie dans ce sens. Ah non, je suis dans rien du tout. Parce que si vous raisonnez de cette manière, donc toutes les institutions ont été imposées quelque part. Il n'y a pas que le mariage. Parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai été pour lui. J'ai été pour lui, crois-moi. Non, je crois que cette prise de conscience, comme vous l'avez dit, elle vient de problématiques liées, par exemple, au chômage, à l'économie et tout ça. Mais elle vient aussi, je crois qu'il y a un certain moment, quand on arrive à un stade financier, on peut se permettre des choses. Enfin, c'est pas quelque chose de légal au Maroc, mais on peut quand même vivre au Maroc avec son amoureux ou son amoureuse sans forcément se marier. La problématique, elle vient, par exemple, quand on fait des enfants. C'est pour la reconnaissance des enfants. Et je pense qu'il y a plein de gens qui, maintenant, ne veulent plus faire d'enfants. Oui, si vous voulez prendre de cette approche-là, il y a des jeunes qui ont peur de la responsabilité tout court. Pas de la responsabilité. Il y a des gens, ils veulent pas faire d'enfants. Enfin... Oui, c'est à partir du moment où ils expliquent pourquoi pas d'enfants. D'accord ? Pourquoi pas le mariage ? C'est justement question de responsabilité. Voilà. Est-ce que c'est pas Mohsin Benzakour, la peur de l'avenir en soi ? Parce que c'est vrai que ça peut ne pas être un chiffre inquiétant, mais ça préoccupe quand même quand tu as 70% de jeunes qui te disent moi j'ai pas du tout envie de me marier, voilà. Mais est-ce que c'est pas la peur de l'avenir ? Parce que le volet économique, il est loin d'être anodin quand même. Il est hyper important, pas bien sûr. Bah oui, parce que tu n'as pas de boulot, tu sais pas si tu pourras avoir une vie tranquille avec ton foyer, avec. Ne serait-ce que la fête du mariage, on est dans une hallucination extraordinaire. Dans l'aliénation. Je vois des jeunes qui ont 23, 24 ans, qui viennent tout juste de sortir des études supérieures et qui vont entamer leur vie professionnelle et à qui on demande des sommes faramineuses pour des mariages qui vont durer 6 heures. Avec pour ça, le Covid, c'est vachement bien parce que comme tu peux pas inviter 200 personnes, c'est hyper bien. Oui, mais il y a des mariages en Covid aussi. Alors, donc, si vous... Oui, allez-y. Oui, et du coup, c'est pour ça que je vous dis que cette institution, certainement, elle est devenue absurde. Enfin, Marty. Mais ce rapport, il n'est pas biaisé dès le départ. À partir du moment où on pose des questions à des jeunes de 15 ans, il aurait fallu demander qu'au plus de 27. Et c'est ce que j'ai dit. Non, c'est entre 15 et 29 ans. Oui, d'accord. Et la moyenne au Maroc du mariage, c'est 30 ans. C'est pour ça que j'ai dit au début, il fallait poser les questions. Mais d'ailleurs, ce rapport, c'est juste sur le mariage ou c'est juste non, les jeunes, la vie des jeunes. Non, c'est ce que j'ai expliqué. C'est un large rapport sur la formation. Parce que pour moi, le mal-être, c'est quand même quelque chose de plus global. C'est le chiffre. Exactement, et c'est vrai. C'est juste le chiffre que j'ai retenu en fait pour le débat. Mais le rapport est sur le mal-être, on est d'accord. Sur le mal-être, exactement. Sur le mal-être en fait de la jeunesse. Pour moi, c'est bien plus grave. Et c'est pour ça que quand on parle côté financier, quand on parle côté chômage, ça impacte quelque part les émotions et on devient de plus en plus pessimiste. Donc déjà, ne pas prendre soin de soi-même, de ne pas sentir le bien-être, comment le penser à deux ? Et surtout si on revient quelque part à la culture marocaine, encore une fois masculine, dans l'esprit du jeune, se marier, c'est une responsabilité parce que c'est lui qui doit prendre tout en charge. Ouais. Et c'est déjà un fardeau pour un jeune de 15-19 ans. C'est une responsabilité, mais c'est un dénouement aussi. Oui, parce qu'on vit quand même dans un territoire où les rapports sexuels hors mariage sont illégaux. Donc le mariage, il a été créé, il a été mis en place pour que les gens puissent avoir des rapports sexuels et pouvoir engendrer dans un cadre légal. Il l'avait pas avant ? Comment ça avant ? Avant les lois. Ils avaient ça. Donc c'est quand il y a une surpopulation, c'est qu'on a besoin d'organisation, on a besoin de lois. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est question anthropologique. Mais une fois qu'on accède à si tu dois te marier avec toutes tes conquêtes, avant les lois. Mais avant les lois. Et pourquoi les lois ? C'est pour s'organiser, pour avoir sa petite maison, pour avoir quelque chose qui t'appartient, ça veut dire quelque chose d'acquis. Une attache. Oui. Ouais. Et comme ça, est-ce que ces jeunes n'ont pas envie d'un modèle qui soit différent ? C'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas et qui n'ont pas été posées. On est resté sur le marché du travail, la formation. Exactement. Mais le mal-être en soi, le vécu au quotidien, elle n'est pas rentré dans l'équation là. Exactement, c'est ce qui m'a un peu étonné parce qu'on a oublié le côté psychologique. Et là, je vais rejoindre votre opinion, mais pas de cette manière où on parle de légal. On parle d'une manière autre. Est-ce que pour autant, si on est privé du mariage, on n'est pas satisfait sexuellement ? Pas du tout. On ne parle pas de satisfaction, on parle juste de l'acte en lui-même. Mais l'acte, il est là. Il ne faut pas le nier. Même si les statistiques officielles ne l'avouent pas,
il y a 45 à 60 enfants par jour qui sont nés hors mariage. Ouais. Donc, c'est pas par hasard que ça se passe. C'est pas à travers un médecin qui fait cet acte-là. C'est dans le contexte, bien sûr, La d'un rapport. sexualité, Yacine Tebbouktir, on va très probablement en parler Et beaucoup plus longuement en fait la semaine prochaine. Ah. Oui, avec un sujet bien spécifique, mais on y reviendra. Mais c'est vrai que sur le mal-être, à titre déjà psychologique c'est ça. des jeunes aujourd'hui, de notre jeunesse marocaine, Oui. c'est quand même assez hallucinant. Parce que là, dans ce rapport, est-ce qu'on parle des arguments avancés par les gens à qui on a posé la question ? C'est-à-dire qu'on leur dit, vous êtes pour le mariage ou pas ? Voilà, il y a un chiffre qui est de 42%. De 70%. Mais est-ce qu'on leur pose la question, pourquoi vous n'êtes plus pour cette institution-là ? Est-ce qu'on a les arguments avancés ? Je n'ai pas trouvé cette question Non. directe, mais c'est construit dans tout le rapport. Ça veut dire que quand il parle du mal-être du jeune, il parle du chômage, il parle de la situation familiale, comment on appelle ça, le loisir. Donc c'est un tout. Et donc le mariage en fait partie. Pour eux, c'est tout un contexte social qui fait en sorte que psychiquement, ils ne sont pas encore prêts. Il faut dire aussi que si l'étude, et là je rejoins un peu ce que disait Salima, si l'étude a été faite dans le cadre du Covid, Oui, ça aurait été- avec une jeunesse qu'on a enfermée, qu'on a empêché de vivre sa jeunesse, je dis bêtement et méchamment, on peut avoir aussi des petits résultats un peu tronqués. Parce que je me rappelle, au début du Covid, il y avait une phrase qui avait fleuri un peu partout qui disait que on savait combien de morts il y aurait du Covid, on peut les lister. Par contre, on ne saurait pas quelles seraient les conséquences psychologiques et les séquelles. sur les gens, et notamment les plus jeunes. Oui. Effectivement, on les voit maintenant. On les voit, on a tous des enfants, on sait que ça a été une période extrêmement compliquée. Donc si vous arrivez pendant cette période, effectivement, et que vous lancez votre étude, même avec toute la bonne volonté du monde, en leur demandant d'être les plus optimistes du monde, vous aurez des réponses qui tendront mécaniquement vers le pessimisme. vers le pessimisme et la négativité. Et pour répondre un peu à votre question, ce qui est étonnant, c'est le chiffre lui-même, 70%. Scientifiquement, c'est intolérable de dire ça. Même si c'est la réalité, j'en doute, il ne faut pas annoncer un chiffre pareil. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas en train de revoir un peu la réalité telle qu'elle est. Donc vous donnez des chiffres faussés. Donc, entre 15 et 29 ans au Maroc, ce n'est pas l'âge de penser au mariage. Sauf si on veut revenir vers une époque où on se marie On très se jeune. mariait très Mais c'est jeune. le message qui est passé dans ce cas-là. Alors vous Donc, qu'est-ce qui que vous êtes, cherchez, en fin de compte alors Martine Desacours, vous qui êtes très souvent au contact, j'ai envie de dire presque tout le temps au contact Avec les jeunes. avec les jeunes, c'est quoi le thermomètre actuel ? Alors, il ne faut pas oublier quelque part la culture et son omniprésence. Parce que dans la culture Alors, je ne traditionnelle... parle pas spécialement du mariage, Martine. Je parle un petit peu de tout. De tout. Comment va notre jeunesse aujourd'hui, avec les conséquences que l'on sait, avec l'impact économique effectivement de la pandémie, le fait qu'ils ne trouvent pas de boulot, comment ils vont ? Ce n'est pas aussi dramatique que le prétend le 70%. Et voilà. Ce n'est pas aussi dramatique. Sinon, on trouverait personne qui puisse aller vers l'université, croire en lui-même, croire en l'avenir, faire des projets. Bon, c'est vrai qu'il y a une partie qui se lance dans ce qu'on appelle le pessimisme total jusqu'au point de risquer sa vie dans ce qu'on appelle l'immigration illicite, mais ça ne représente pas un chiffre aussi faramineux. Parce que moi, ce que je n'accepte pas, c'est le chiffre lui-même. Ouais. Ça m'étonne qu'on puisse s'adresser à des jeunes. Je vous rejoins parce qu'il faut bien préciser que ce n'est pas 70% de la population marocaine de 15 à 29 ans qui estime que l'institution du mariage n'est plus adéquate à ses valeurs, mais c'est plutôt 70% des personnes à qui on a posé la question. Ça, c'est plus intéressant statistiquement parlant. Ben oui. Et c'est pour ça que j'ai précisé ces 15 ans, 29 ans. Ça ne reflète pas toute la jeunesse marocaine. Allez, on enchaîne avec l'actualité. Vous restez avec nous, bien évidemment. Hier, 9 décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre la corruption. Et l'un des volets majeurs sur ce sujet, c'est bien évidemment celui de la justice. Est-ce que la justice joue bien son rôle ? Si l'administration judiciaire garde toutes ses lenteurs, il est évident qu'on n'y arrivera jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est peut-être cette énorme, gigantesque réforme de la justice. Notre parlementeuse a un côté là-dessus, Rimel. La parlementeuse. Le ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi, a intervenu dans le cadre de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers. En fait, il a pour ambition de réformer le code de procédure pénale ainsi que le code pénal. Juste pour vous éclaircir un peu sur le sujet et pour connaître aussi la différence entre ces deux codes, le code pénal, c'est là où on trouve tous les textes juridiques du droit pénal. Le code de procédure pénale est également un recueil de textes juridiques qui a pour fonction d'organiser les étapes d'une procédure pénale.
Je vous donne un exemple. Dans le code pénal, si on s'arrête à l'article 505, il stipule que toute personne qui vole une chose appartenant à autrui est punie de l'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams. Donc ça, c'est la sanction directement. Alors que dans le code de procédure pénale, on va plutôt connaître les étapes qui viennent avant la sanction, c'est-à-dire qui intervient en cas de vol, de combien de temps est la garde à vue, etc. En fait, c'est toutes les étapes nécessaires avant le jugement du coupable. Enfin bref, comme je vous disais, le ministre de la Justice tient à développer plusieurs aspects dans ce nouveau projet, à savoir que le code pénal actuel remonte à 1962. Donc en effet, il est temps de réformer ces deux codes car ils sont vieux de 60 ans. Et parmi les nouveautés, Abdelatif Wahbi a pour ambition de rationaliser la détention préventive, simplifier les procédures et les mesures pénales, mettre en place des mécanismes de prévention contre la torture. Il a saisi cette occasion pour rappeler que son département est en train de finaliser le code de procédure pénale avec l'introduction pour la première fois des peines alternatives comme le port de bracelets électroniques pour les prévenus ou l'élargissement de la caution pour pouvoir bénéficier de la liberté provisoire afin de réduire l'ensemble de la population carcérale. Il a annoncé notamment la construction de 14 nouveaux tribunaux ainsi que la digitalisation de la justice pour faciliter les échanges entre tribunaux et avocats. Ces derniers pourront via la plateforme retirer les copies des jugements et déposer les demandes de notification et pas que. La digitalisation de certains services seront également mis en place uniquement dans la ville de Casa et accessibles par les citoyens. D'ailleurs, on se pose la question pourquoi Casa et pas les autres villes. Pour le ministre, ces services vont faciliter l'opération de communication avec le tribunal et simplifier le travail de l'avocat ainsi que celui du tribunal. Et si ce n'est pas assez clair, j'ai contacté Maître Younes El-Korbi, président de l'Union des jeunes avocats de Rabat. Il nous apporte quelques précisions sur ce qui va réellement changer dans le code pénal. Il nous explique aussi sur la question de la digitalisation. Écoutons-le. كما كتعرفي بان لو كود بينال وكاين لو كود دو بروسيدور بينال. لو كود بينال اللي هو دابا طبعا اللي داير واحد الجدل شويه اللي كان تعرض في البرلمان من 2016 هو في البرلمان وجا فيه واحد المجموعه ديال النقط اللي حاولت وزاره العدل اطار السياسه الجنائيه على انها دير بعض الامور اللي كتلائم اولا مع الاتفاقيات الدوليه اللي صدق عليها المغرب خاصه فيما يتعلق بالحقوق والحريات. كذلك تجريم ديال العلاقات الرضائيه بين رجل والمراه اللي ما كتربطهمش علاقه ديال الزواج. طبعا عندنا الفصل 490 من القانون الجنائي اللي كيجرم لنا هذا الشيء وكيعتبره ان جريمه فساد. كاين نقاش حول هذا الموضوع ديال تجريم العلاقات الرضائيه واللي دايره واحد الضجه. كاين واحد القانون اللي هو دابا حاليا كيتناقش وراه جاهز لانه يمشي للبرلمان اللي هو قانون ديال استعمال الوسائط الالكترونيه في اجراء التقاضي. اذا دابا حنا ولا عندنا تدابير ذاتهم من وزاره العدل وفي نفس الوقت خرجت قانون اللي كيشرع مثلا غير التبليغ كتتجه الحكومه على انها يولي التبليغ الكتروني عن طريق لي زيميل ما يبقاش لنا هذاك المفوض القضائي كيمشي ويدق في الباب ويعطيك واحد الشهاده تسليم باش توقع عليها اللي غادي تحاول وزاره العدل انها تمشي بهذا الاتجاه. الرقمنه واش غادي نتخلاو على الملفات الورقيه بصفه عامه؟ طبعا هو من الصعب ولكن كاين واحد التحول اللي غادي يكون تدريجي. هو ماشي الدار البيضاء هي الجهه الوحيده اللي عرفت هذه الخطه هذه غير دابا ربما الدار البيضاء لان العدد ديال الملفات اللي كتروج في المحاكم التجاريه المحاكم ديال الدار البيضاء كثير ننطلقوا منها كتجربه اولى. Vous l'avez écouté, Maître Younes El-Korbi affirme que Casa a été choisi pour essayer cette digitalisation vu le nombre de dossiers qui est très élevé par rapport aux autres villes. En revanche, cette numérisation sera généralisée dans d'autres villes du royaume. En tout cas, dans 2 ou 3 semaines, le projet sera soumis aux 2 chambres du Parlement pour approbation. Voilà, un gigantesque, un vaste chantier. La révision des textes sur l'exercice des professions d'avocat, de notaire, d'huissier, de justice, d'expert judiciaire et de traducteur assermenté. C'est énorme. Mohsin Bezakour, vous avez suivi ? Oui, bien sûr. Ce que je retiens plutôt, c'est l'aspect de ce qu'on appelle les moyens alternatifs. Et ça, j'apprécie beaucoup, sachant pertinemment qu'aujourd'hui, dans les pénitentiaires marocains, on est à 90 000 locataires, dont la moitié sont en attente d'un jugement. Et donc, c'est d'où la nécessité aujourd'hui de parler des moyens alternatifs, qu'ils soient au niveau de résolution de conflits ou qu'ils soient au niveau de ne pas toujours recourir à ce qu'on appelle le jugement directement. Et donc là, c'est l'aspect de ce qu'on appelle le bracelet électronique, la médiation, comment on appelle ça, les punitions, c'est pas des punitions, comment on appelle ça, les sanctions, des sanctions plus comme ou moins sociales, plus travaux d'intérêt général. On raisonne d'une autre manière que la mentalité archaïque
il faut toujours aller au tribunal et à la prison. Donc il y a d'autres alternatives et ça j'apprécie beaucoup. Moi ce qui m'a le plus marqué dans le reportage c'est cette histoire-là de la loi 490 qui incrimine les relations hors mariage et la seconde c'est la digitalisation. Mais je sais pas pourquoi. Mais vous êtes tout à l'heure. Non mais c'est très important, c'est le nerf de la guerre messieurs dames, arrêtez. Continue, tu auras une réputation formidable à la fin de l'émission. Continue, t'arrêtes surtout pas. Moi je l'ai déjà, t'inquiète pas. Razim Zien, tu es sur la bonne route. Le deuxième truc c'est la digitalisation par exemple cet aspect-là, on va plus envoyer par exemple un huissier de justice, on va juste envoyer un mail. Je trouve que c'est un peu fantasmé et je ne sais pas si ça va aboutir parce que c'est hyper complexe. Je peux répondre si vous voulez. Toutes les personnes n'ont pas d'adresse email. Voilà. Enfin, non, j'ai pas bossé, mais c'est quelque chose. Enfin, je sais pas comment on peut. Alors, dans la réalité des choses, c'est que pourquoi l'huissier, on va le remplacer par un mail. Parce qu'il y a toujours ce prétexte, j'ai pas trouvé le monsieur à la maison. Donc, puisque aujourd'hui tout le monde j'ai pas d'adresse mail, j'ai pas internet. Non, tout le monde n'en a pas. Non, je suis désolé. On est à 33 millions d'abonnés. Oui, 33 millions d'abonnés. Donc on peut le tracer. Moi personnellement, j'ai 3 numéros de téléphone. Donc on peut le tracer. On peut le tracer. Techniquement, c'est plus intéressant. On va développer cette poursuite judiciaire à travers l'électronique et ça va venir. Parce que même en France ou dans d'autres pays aux États-Unis, l'huissier de justice se déplace. Oui, ça va pas empêcher. On va avoir les deux. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Crois-le ou pas, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Non. Pas sur la loi 400, je sais pas quoi. Je sais quand même pas préserver ma dignité. Mais pour le reste, je suis d'accord avec toi. Madame là aussi. Ils ont leur propre opinion. Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire sans le numérique, c'est pas possible. Mais c'est ce qu'il dit. Oui, je suis pas d'accord avec les deux. Mots. Je suis hallucinée que vous disiez pas. Je sais pas, c'est quand même une étape. C'est important, c'est-à-dire la réflexion, elle est intéressante. Ça fait plus de 10 ans qu'on attend ça. La réflexion, Madame Laouni, est super intéressante, mais sa mise en place me paraît complexe. Mohsin Benzakour, donc depuis longtemps, on entend que les Marocains sont schizophrènes. Vous pouvez confirmer sur ce plateau que oui, on est d'accord là. Non, je le confirme pas par respect aux schizophrènes. C'est encore bien. Non mais voilà, comme ça va pas, on est toujours à taper. Là, on annonce en fait une évolution réelle. Oui. Donc plutôt que d'adhérer et de se dire, ben non, nous on va aller toujours voir ce qui ne va pas. Parce qu'il a l'habitude de contrarier, c'est tout. Mais on sait pertinemment que le côté numérique, c'est un plus, c'est pas un moins. Ça veut dire qu'il y a l'huissier qui va rester toujours là. Éric Zemmour sort de ça. Il remet pas en cause la pertinence du projet. Il remet en cause sa mise en œuvre et la difficulté de sa mise en œuvre. Non, mais ils l'ont déjà déclaré, ils sont conscients. Bien sûr que n'a pas encore le mais il peut être sceptique. Oui, il peut être sceptique, mais je suis même anti-sceptique. À partir du moment où il annonce. Vous savez ce qu'il me rappelle là ? Il me rappelle le moment où on est passé du réel vers le virtuel concernant les achats. Tout le monde était presque sceptique parce que tout le monde avait peur d'acheter sur Internet. Alors, aujourd'hui, c'est une réalité. Oui, mais tout le monde n'achète pas sur quelque Internet. chose qui n'a pas encore eu lieu. C'est quand même un truc de fou. Le but, en fait, c'est de pouvoir imaginer, en fait, parce que c'est quelque chose qui va être effectif, comme le disent en fait dans le reportage, dans quelques semaines, avec Casablanca. Pas dans quelques semaines, ils expliquent que c'est un système la numérisation, complètement en tout cas des être revu, et c'est le château de cartes qui s'écroule et un nouveau château de cartes qui J'ai pas encore vu jouer Maroc-Algérie demain, mais je pense qu'on va gagner. Je peux être quand même positif sur ce qui va arriver, même sans avoir encore vu le match. Je sais que le match a lieu demain, je l'ai pas encore vu, mais je pense qu'on va gagner. Comment on fait, docteur, on les laisse pour dans leur lutter délire. contre le scepticisme ambiant? Pardon, j'ai pas entendu, ils m'ont pas laissé. Comment peut-on, docteur, lutter contre le scepticisme ambiant? Écoutez, vous parlez des jeunes ou vous parlez de tout le monde? Je parle d'eux sur le plateau, de ces gens-là. Ces gens-là, ils sont magnifiques, ils sont extraordinaires, ça fait enrichir un peu le débat, tant mieux, c'est dans cet esprit, oui. D'accord. Moi, j'aimerais juste rapidement ouvrir le débat sur autre chose. Je passe du coq à l'âne. On parle souvent, Fethia et moi, des réseaux sociaux et de l'impact négatif que les réseaux sociaux peuvent avoir aujourd'hui sur notre mal-être. Oui. Quel est votre regard là-dessus? Bien sûr, parce que le réseau, je ne sais pas si vous le permettez, on peut en parler? Oui, on peut en parler. Bien sûr. Bien alors, évidemment. Certainement, quand on parle de la démocratisation qu'a permis un peu l'Internet, c'est fabuleux. Mais le mot démocratisation et le droit, enfin, tout le monde a accès à cet outil. Donc, quand on dit tout le monde, ça veut dire qu'il y a ceux qui sont dans le bon sens, à savoir, c'est un plus pour le bien-être, mais il y a aussi les autres. Donc, le choix nous revient à nous. Qu'est-ce qu'on est en train de lire? Qu'est-ce qu'on est en train de feuilleter à travers notre passage sur Internet, sur nos réseaux sociaux? Si on fait le tri, si on a un esprit critique aussi développé, on ne va pas sentir ce mal-être. Par contre, qu'est-ce qui rend le mal-être contagieux? C'est
la réaction des autres qui vont sur ces réseaux sociaux et qui nous poussent à voir le monde d'une manière plus ou moins pessimiste. Mais à vrai dire, c'est d'ailleurs... Est-ce que quand vous dites pessimiste, vous voulez dire réel ? Parce qu'à un certain moment, on ne peut pas mettre sur le dos du pessimisme des réalités qui sont existantes et on ne va pas essayer d'inventer un monde de bisounours. Pas du tout. C'est pas dans ce sens. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais l'impact, il est, comment dirais-je ? Je trouve pas le mot, mais il est sur le champ. Ça veut dire qu'il est immédiat. Il est immédiat. Merci, je cherchais le mot. Et puisqu'il est immédiat et qu'on est en pleine action et en pleine relation sociale, ça peut faire une boule de neige à ce moment-là. Puis après, quand on reprend conscience, on peut se débarrasser parce que tout compte fait, c'est que l'humain a toujours défié tous les problèmes, que soient les obstacles, qu'ils soient leur nature. Mais ça crée un bien-être, parce qu'on est en train de parler de bien-être. On ne peut pas parler de décision. Et la décision, c'est là où on a besoin de cet esprit critique et de façon d'être posé. Mais par contre, le quotidien, le rapport à l'autre, et quand on voit ces grimaces, quand on voit ces tons, quand on voit cette façon de s'exprimer, c'est là où on peut parler de bien-être. C'est dans ce sens-là. Tu as ta réponse, Salima ? Oui, non, mais c'est vrai que la manière dont les réseaux sociaux sont faits, on se retrouve comme des zombies aussi pendant des heures, à scroller de manière... Mais qui t'y oblige ? Oui, mais... il faut que je me désabonne. Il faut que je clôture tous mes comptes. Je pense tout simplement qu'à chacun, au lieu de se pourrir la vie, tout simplement. Je trouve qu'il y a le bien, il y a le moins bien en fait sur Internet. C'est un outil extraordinaire, c'est un outil de liberté d'expression, c'est un outil d'information, c'est un outil aussi de divertissement. Moi je scrolle, mais je scrolle pas que des trucs un peu de zombies, de je sais pas quoi. Je scrolle des vidéos de chats qui me font plaisir, des vidéos un peu gauleries. Ouais, à chacun de trouver en fait son... Allez, cette semaine, on a soufflé, vous le savez, le show. Oui, quel chat. Pardon. Ouais. Cette semaine, on a soufflé le chaud et le froid. Le chat et le froid. Médias affirmant qu'ils avaient des sources très très bien informées ont annoncé une réouverture des frontières la semaine prochaine. Du coup, gros soulagement pour beaucoup souhaitant venir rejoindre leur famille et surtout, immense espoir pour tous les Marocains qui étaient bloqués à l'étranger. Et finalement, il n'en est rien. Voilà, douche froide, la claque, tout ce qu'on veut, le poing dans la figure. C'est assez terrible parce que, et une grosse pensée pour eux aujourd'hui, à tous ces Marocains qui sont bloqués à l'étranger, certains qui ne s'en sortent plus parce qu'ils ne peuvent plus payer l'hôtel. Quant à ceux chez les familles, alhamdoulilah, ça va pour eux, mais qui ne peuvent plus reprendre leur travail. Vous imaginez, ceux qui sont séparés de leurs enfants, tout simplement, les enfants ici, les parents là-bas, qui étaient partis pour quelques jours, et inversement, et les enfants qui sont bloqués de l'autre côté, donc grosse pensée. Donc malheureusement, la douche froide, l'annonce hier, il n'y aura pas de réouverture de frontières pour le moment, seuls les vols spéciaux, mais de rapatriement en fait de ceux qui sont ici. Ceci dit, le ministre de la Santé a annoncé qu'un plan était sur la table actuellement pour voir comment se feraient les rapatriements, sauf que ça fait quand même... un plan très flou quand même. Il n'y en a pas pour le moment annoncé. Il est sur la table mais on ne le voit pas. Hein. On ne le voit pas, on ne sait pas, toujours est-il. Laissez-les rentrer, rejoindre leur famille, s'il vous plaît. Faites rentrer nos Marocains où qu'ils soient, laissez-les retrouver leur famille pour ces fêtes de fin d'année. Mrarba, quoi. De rentrer chez eux, tout simplement, quoi. En dehors, fin d'année ou pas fin d'année, n'importe comment. Des drames qui sont en train de se nouer actuellement, on le sait bien. Oui, et total. Après, on peut en rire un petit peu parce que c'est facile de brocarder, mais la gestion de cette crise que j'estime gravissime est pour moi chaotique, littéralement. Clairement. Parce que, encore une fois, on ne parlera pas de cas au cas par cas, mais il arrive qu'aujourd'hui, les gens vivent des drames. C'est le terme exact. Là, on n'est même plus dans la mort du tourisme. On parle de drames familiaux de vie, effectivement. Et des choses qu'on peut régler aisément parce qu'on ne va pas recevoir 2 millions de personnes. C'est une poignée de personnes.
des centaines, des milliers de personnes. Et on peut régler ce problème-là au cas par cas et faire en sorte effectivement de préserver la santé des Marocains. Mais aujourd'hui, plus, Amine, on l'a déjà vécu. On a vécu cette expérience. C'est pas la première fois. C'est pas nouveau, effectivement. Nos Marocains, nous sommes arrivés. C'est pour ça que je parle de gestion chaotique. Smahlia, d'autant plus que la situation est des plus stables. Oui. Je veux dire, on est quand même en nombre de cas. Je peux comprendre que c'est parce que la solution est on les situation. Isole. C'est ce que je suis en train de dire. La situation est stable, on ne veut pas la déstabiliser. Mais les décisions peuvent être prises avec beaucoup plus de recul qu'en surtout, début de pandémie. on peut facilement gérer le rapatriement de centaines ou de milliers de Marocains. On ne parle pas de millions qui vont venir. C'est à ça accélère les ambassades, les consulats dans les pays. Faites-les rentrer et comme le proposent de très très nombreuses familles en ce moment, justement sur les réseaux sociaux, parce que justement on arrive à véhiculer quand même pas mal de messages, c'est de dire mettez-nous en quarantaine. Vous pouvez nous mettre en quarantaine 1 mois si vous le souhaitez, mais on sera chez nous. Voilà, vous ne prenez aucun danger, on ne circulera pas, on travaillera de la maison. Faites-les rentrer, quoi. Allez. Bon, toujours est-il, la situation. Tu espères une réponse est stable. Non, mais c'est vrai que c'est sa fille, quoi. Baraka. La situation est stable. Vous avez tous vos passes sanitaires. Oui. Alors, avec votre passe sanitaire, j'imagine que vous allez faire vos courses. À deuxième, est-ce qu'on vous l'a demandé ? Oui. Quand vous allez faire votre course, est-ce qu'on vous le demande ? Jamais. On vous a jamais demandé de présenter un pass. Au début, si. Enfin, c'est quand il y a eu la petite arrivée. En tout cas, jours, oui. Ça, Amine, c'était avant. On parle maintenant. Aujourd'hui, on ne m'a jamais demandé. C'est autre chose. Comme dit la pub. Donc, Salima, passe reportage. Respecté ou pas ? T'as été enquêté. Ouais, on a posé la question. On va mettre un petit jingle. Allez, jingle. Le reportage de l'hebdo. Bon, le pass sanitaire est-il vraiment contrôlé ? Comme en témoignent plusieurs passants interrogés, on peut avoir l'impression qu'il ne l'est pas du tout. Et pour toutes les personnes à qui nous avons posé la question, beaucoup estiment à 1 sur 2, voire un peu moins le nombre de fois, on leur a demandé de présenter le leur. Écoutez-les. Honnêtement, rarement ils m'ont demandé le pass vaccinal. Il m'a été demandé quelques fois dans des endroits assez branchés de la ville, des restaurants, des pubs, mais en temps normal, non. Quand je vais à la boulangerie ou quand je vais chez le coiffeur ou rien que quand je rentre dans un magasin pour faire du shopping, un magasin d'électroménager, pas une fois on m'a demandé mon pass vaccinal. Donc. Je présente le pass vaccinal après l'avoir demandé, après qu'on me l'ait demandé, mais il n'y a pas une vérification sur application ou autre. Donc, il reste toujours une faille de quelqu'un qui peut utiliser le pass vaccinal de quelqu'un d'autre. Bon, pour en avoir le cœur net, j'ai tenté de me faire servir dans plusieurs restaurants. Preuve à l'appui, Fthia, j'ai les tickets de caisse. D'ailleurs, tu me diras si je les passe en note de prêt. Et la semaine prochaine, je refais un question sujet. à Yacine pour le remboursement. Non, tu poses, c'est Yacine. C'est Yacine. Alors, pendant les 3 prochaines semaines, le sujet, c'est le pass. Ok. Je te préviens, comme ça, j'irai au restaurant toutes les semaines. Bon, quoi qu'il en soit, on ne me l'a pas demandé, évidemment. Et j'ai posé la question aux restaurateurs, pourquoi ne pas effectuer un contrôle systématique la peur de la sanction semble l'emporter chez ceux qui ont déjà été contrôlés par les autorités. Écoutez-les. Moi qui suis restaurateur, je demande le pass vaccinal, évidemment, à toutes les personnes qui rentrent chez moi. Bien évidemment, parce que le gouvernement me l'a imposé. Et en ce qui concerne après le contrôle du pass, il se fait éventuellement, moi en tout cas personnellement, il s'est fait une fois. Mais après, il n'y a pas eu de conséquences directes, en tout cas sur les clients ou sur moi. Même pour les personnes qui n'avaient pas de pass vaccinal, ils m'ont donné un avertissement. Voilà, donc je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit au tout début. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'on me l'a demandé, les rares fois où on me l'a demandé, effectivement, ce pass n'a jamais été scanné. Alors que pourtant, il y a des instructions très claires du ministère. Et il y a une application très très simple à télécharger. Exactement. Qui permet de scanner. Voilà, il existe des applications d'authentification. Donc aujourd'hui, clairement, à mon avis, on se retrouve avec un outil mis en place déjà en 48 heures, qui devait à l'origine constituer un levier pour le gouvernement pour éviter un relâchement de la population et dans le même temps inciter les non-vaccinés à se déplacer dans un centre. Et c'est exactement tout l'inverse qui s'est produit. Écoutez à ce propos le professeur Jafar Heikel. En pratique, le pass sanitaire qui a remplacé le pass vaccinal n'a pas eu également les effets escomptés puisqu'il est de moins en moins respecté, malheureusement, parce qu'à mon sens, il n'y a pas suffisamment
d'explication, de communication et de sensibilisation sur l'importance des mesures donc, de prévention, que ce soit une PCR négative, que ce soit une personne qui a déjà eu le Covid ou qui soit vaccinée. Donc ce pass, il a été mis en place pour rien. Je vous pose la question. Ah non, moi je ne suis pas du tout d'accord là-dessus, mais vas-y, continue. D'accord. Tu finis et je réponds. Ok. Mais après, non, on peut ouvrir non, pas du tout. On peut ouvrir le débat aussi sur autre chose. Et il a raison de le souligner. La confiance des Marocains baisse à l'épreuve de la crise. En tout cas, moi, la mienne, elle est à 0. On ne peut plus se contenter de communiquer qui suscite plus d'interrogations que de réponses. Il n'y a aucune pédagogie. Et j'ai envie de rebondir sur la photo. Je me suis emmêlé les pinceaux. Sur le comité, sur la réunion du comité scientifique, moi j'aimerais bien savoir ce comité, comment est-ce qu'il se réunit, comment le débat est fait. Pourquoi pas rien à voir, je passe du coq à l'âne. Pourquoi ne pas suivre une patrouille de police qui effectue des contrôles? Ces contrôles existent. Et ben voilà, ce sera ton prochain reportage si tu veux. Tu vas aller suivre une non mais il y a aucune communication, c'est-à-dire qu'on sort un communiqué, on dit oui, passe vaccinal, et après plus rien. Mais si tu vas, tu as perdu tes restaurants. Oui. Non mais la patrouille, en fait, des contrôles sont en place. Je crois qu'ils se sont, si je ne dis pas de bêtises, mais selon nos informations, des patrouilles en fait se multiplient actuellement pour justement contrôler ces passes, que ce soit sérieusement. Oui, très, oui, mais tout à fait. Est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de piétiner quelque chose d'extraordinaire chez l'être humain? Qui est se sentir libre et consciencieux. On a déjà parlé de la liberté. Mais déjà, cette liberté... Le civisme, à ce niveau-là, docteur, il n'existe pas parce que, regardez... Je m'explique. Pourquoi, alors, répondez-moi, pourquoi vous portez votre masque aujourd'hui? Parce qu'il est nécessaire de le porter. Voilà, et pour nous protéger en même temps. Sûr, donc si ça ne rentre pas dans la tête de tout le monde que ce passe aussi est là pour ça, si vous permettez, basta, je peux m'expliquer. Quand on dit je piétine sur la liberté, c'est ce qui a poussé les Marocains à refuser le pass. Parce que ça a été imposé, ce n'était pas expliqué. C'est ce que dit Jafar Haïkal. C'est ce que dit effectivement le professeur Haïkal. Tous ceux qui refusent, par ils manque disent de pédagogie. Exactement, manque de pédagogie, manque de communication. Campagnes, mais en non-stop, c'est imposé à la dernière minute. On n'a pas arrêté, nous médias, on a eu des campagnes tous les quarts d'heure. Il faut regagner la confiance. Il faut qu'ils travaillent pour gagner la confiance. Honnêtement, moi je pense que c'est une question de fatigue. De fatigue, tout à fait. Oui, tout le monde est fatigué. Ça y est, on n'en peut plus. On a lâché. C'est la lassitude. Moi, je vois autour de moi, peut-être même moi dans mon cas, j'ai mon pass, mais effectivement, autant on s'est plié à toutes les directives au début, qu'on a fait de bon cœur, maintenant c'est juste qu'on est fatigué. On a l'impression de ne pas en voir le bout. Je rebondis sur une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, quand le Covid commence, on nous avait vendu l'idée où on avait l'impression que ça durait 3 mois, ça fait bientôt 2 ans, 24 mois c'est énorme. 24 mois c'est énorme. Tu sais ce qu'il nous faudrait, c'est à ce moment-là qu'on a... Ce qu'il faudrait, c'est que tout ça s'arrête. Une trêve. Qui changerait tout. Juste que ça s'arrête. Qui changerait tout. Non, regarde, vraiment. Il nous faudrait une belle victoire, un beau match de foot, pas mal comme transition. Une belle victoire, et tu vas voir que le moral des Marocains va remonter, mais plus tout le monde oubliera tout ça. Ça joue, il n'y a rien. Il n'y a rien, ça joue. Il n'y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Allez, il y en a déjà eu 3. Eh oui, ça joue même plutôt bien en ce moment pour une sélection de joueurs locaux engagés en Coupe arabe des nations au Qatar. En fait, cette équipe a littéralement fait péter les compteurs dans sa phase de poule, en finissant certes première, Fethiya de son groupe, mais avec des stats qui déchirent tout. 9 points sur 9 possibles, 9 buts marqués, soit une moyenne de 3 par match, et surtout 3 clean sheets. Ce n'est pas un gros mot, Fethiya, ce qui veut dire qu'on a encaissé aucun but. Voilà. Pas du tout. Il ne fallait pas s'adresser non, mais c'est à dessein. Donc je disais que c'est bien simple, aucune sélection n'a fait mieux que l'autre. Et puis dans le jeu aussi, la Palestine, la Jordanie, même l'Arabie Saoudite qu'on présentait comme l'épouvantail du groupe, n'ont simplement pas existé face à nous, ce qui nous place naturellement parmi les favoris de la compétition. Alors c'est vrai qu'on a tout eu cette semaine, de l'envie, la grinta, des jolis buts, des tacles, des sauvetages miraculeux, des ratés mémorables aussi, et surtout du cœur. Il y a beaucoup de cœur. Je rappelle tout de même cette équipe est double tenante du championnat d'Afrique des Nations, ce qui n'est pas rien. Alors me direz-vous, tout va bien dans le meilleur des mondes footballistiques? Ben oui. Oui, ben non. Ah bon, pourquoi? Ben non. Parce que dans cette euphorie compréhensible, après tout, on a vu de plus en plus refleurir cette semaine une théorie braqueuse, à mon sens, selon laquelle il fallait remplacer cette équipe nationale à prime. Non, il fallait remplacer l'équipe nationale A de Vaïd par celle de Moutia, donc à prime à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui, on l'a lu partout, avec comme principal argument, et c'est ce qui m'a beaucoup dérangé, plutôt fallacieux, il faut le dire, que cette équipe de locaux nous représente davantage, qu'on s'y identifiait plus, que ce sont en fait nos copains de quartier.
quand les professionnels de l'équipe en Europe ne sont que des mercenaires capricieux, dont la plupart sans talent, n'est là que par copinage ou passe-droit. On l'a lu beaucoup, on l'a vu beaucoup, on en a beaucoup débattu. Donc c'est peu d'arguments purement sportifs ou même techniques, beaucoup de ressentis et d'a priori, et surtout cette sensation qui est pour moi dérangeante, qu'on s'arroge le droit de décider qui est marocain et qui ne l'est pas, sur la base du seul rendement sportif. Plus subjectif, tu meurs. Donc on pourrait faire, je pense, ici, toute une prose sur les raisons en fait qui font que ces Marocains d'ailleurs le sont autant que ceux d'ici, que beaucoup d'entre eux ont fait le choix noble de représenter leur pays, le Maroc, parfois au détriment de leur carrière en club, qui souvent les menacent pour leur départ en sélection, parce qu'il faut rappeler qu'ils partent pendant un mois pendant la CAN. Donc il y a des clubs qui les menacent de faire perdre leur place de titulaire, de les licencier, j'en passe et des meilleurs. Et puis surtout, l'histoire politique récente de pays proches de nous prouve bien qu'il est toujours plus important aujourd'hui d'unir que de désunir. Pourquoi je dis ça ? Parce que je rappelle quand même qu'au prochain tour de cette passionnante Coupe d'Arabe, on a une vieille connaissance qu'on va retrouver demain. C'est la très bonne équipe d'Algérie. Notre dernier souvenir commun remonte au 19 octobre 2019, où avec cette même équipe de M. Moutia, on les avait battus 3-0 à Casa après avoir fait match nul 0-0. Mais les pros, eux, restent quand même sur un mémorable 4-0 à Marrakech en match officiel, un certain soir de juin 2011. Et ces images sont pour nous, en tout cas, toujours un régal pour les yeux. هذه كرة جميلة ضربة راسية هدف لفائدة المنتخب الوطني هدف لفائدة المنتخب الوطني Pronostic, je veux des pronostics. On va gagner 2-1. Alors attends, Amine. 2-1 je dis. Salima. Je pense qu'on va perdre. Non mais je te demande un pronostic, donc tu me donnes... Non mais elle est pessimiste, docteur. Depuis tout à l'heure, j'ai remarqué qu'on était derrière la vitre. Moi, s'il vous plaît, si vous pouviez une petite séance juste après cette émission. Je pense qu'il y a c'est pas les réseaux sociaux par Mais hasard. docteur, ce qui est pire, je t'ai donné tous les arguments pour te dire qu'on va gagner. Ben oui. Tu sais, j'ai lu un papier qui relevait en fait des faits techniques qui disaient qu'on allait gagner parce qu'on avait tout pour ça. Oui, mais pourquoi là, loin de moi l'envie d'être à contre-courant. Je vais vous défendre parce que vous avez peur de perdre tellement vous avez envie de gagner que vous avez dit ça. Non, mais moi, c'est le concept de c'est ça ce que je voulais dire. Tu peux me donner un pronostic, s'il te plaît, parce que c'est ça la question. 2-1 pour l'Algérie. 2-1 pour l'Algérie, ok. Moi, selon, parce en qu'on ce moment, enregistre bien là. En ce moment, il y a un vieux sketch de H avec Jamel Debbouze et Ramzi. Oui. Et selon Jamel Debbouze, on gagnera 8000 à 1. Donc, je suis... Moi, Sylvain Zakour. De même, 2-0 pour le Maroc. 2-0 pour le Maroc. Et 2-0 pour le Maroc qui va nous représenter demain, tout comme les Marocains qui vont nous représenter en CAN en janvier. Exactement. Tous les mêmes Marocains. Bien sûr. Voilà, moi, je dis peut-être je voudrais juste 1-0. Oui, allez-y, 1-0. Pour qui ? Ça vous dérange pas que je donne mon pronostic ? Oui, 1-0 pour qui, désolé. Pour nous. Ah, d'accord. Je voulais juste revenir un peu sur ce qui s'est dit sur le Marocain et le non-Marocain. Ouais. C'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas assez intelligents émotionnellement. Et ça, c'est grave. Mais vous savez, moi, je tenais à relever ça parce que. J'ai cru qu'il parlait de moi. Non. Genre, t'es pessimiste. Non, ça n'a rien à voir avec vous. Elle est souvent. Je sais pas. Docteur, j'ai voulu revenir sur ça parce qu'en fait, c'est un débat que je trouve vraiment nauséabond et qu'on a depuis 10 ans maintenant. C'est-à-dire qu'avant, nous avions une équipe éminemment locale parce qu'il y avait peu de professionnels. Et on a eu une sorte de point d'inflexion à partir de 98. Ça a commencé un peu en 98, 2000, même avant. On va dire même à la Coupe du Monde 94, on a eu quelques professionnels. Et par la suite, on a commencé à ne ramener que des professionnels et parfois pas forcément des bons professionnels. Donc on a pensé que aujourd'hui, les seuls qui pouvaient nous représenter dignement et qui se battaient à pour la tenue, c'était les joueurs locaux grandis dans nos écoles de foot marocaines. Et que ceux qu'on ramenait en fait venaient souvent par intérêt, qui n'avaient pas forcément de talent pour. Ça veut dire ce serait pas de la zémouritude ? Au contraire, c'est de la contre-zémoritude. Non. Fatiha, je te trouve très fatiguée aujourd'hui. D'habitude, tu aurais été la première à rebondir sur ce sujet-là. Je te trouve plutôt mollassonne. Non, mais je suis vraiment sur le... Tu sais, il y a quelque chose, donc tout le monde le sait, je n'apprends rien à personne, que je ne suis pas du tout une grande fan de foot, mais je me renseigne. Là, elle se renseigne. En dehors, non. Si. C'est de l'anthropologie. Elle se renseigne. Vas-y, Fatia, je te soutiens. Là, c'est la musique, là, il faut qu'elle s'arrête. Ce extraordinaire, en fait, c'est l'élan que peut donner ce sport à tous les niveaux. La ferveur de se dire marocain, pas marocain, quand je joue, t'es d'ici, non, t'es pas d'ici. Mais et ça ouvre des débats assez surréalistes. Non, mais c'est surréaliste. Mais ils existent ces débats-là. Mais c'est très politique. Mais ce n'est que politique. Bah bien sûr que ce n'est que oui. politique. Ouais. D'ailleurs, quand je parle à un moment, je te dis que
Ouais, c'est ça, ouais, je me souviens. L'histoire politique récente des pays proches de nous prouve bien qu'il est toujours plus important d'unir que désunir. Non, je vais relever parce qu'en fait, mon cher Amine, comme on n'a plus beaucoup de temps, si on se lance sur ce débat, je sors les griffes très. Je te préfère avec les griffes sorties que les griffes rentrées. D'accord. Je trouve un peu. Mais là, j'ai envie de l'apaiser avec un tout petit peu de musique pour terminer, tu vois, tout doucement. Et de voir ce que nous a réservé Yacine Tabouktir avec la pépite musicale de la semaine. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktir. Qu'est-ce que tu nous avais niché? Alors, j'ai déjà fait dans la pépite minimaliste, la pépite participative. Aujourd'hui, ça va être une pépite subjective parce que je suis totalement fan de l'artiste que je vais présenter. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la définition que j'avais faite de Wenza en disant que c'était un mélange entre Maluma, Greg David, Chabrestre. Non, tout le monde s'en fout. C'est pas grave. Alors, on va prendre une pincée de Rihanna. On y ajoute un brin de Naïma Samih et pourquoi pas, soyons fous, une petite cuillère de Céline Dion et ça nous donne Rim Fikri alias Rim. Si nous étions dans l'univers de Matrix, elle serait Neo, l'élue, la sauveuse, la prophétesse que nous attendions depuis toujours et qui sortirait nos oreilles des abîmes dans lesquels nous sommes plongés par moments. C'est pour vous dire à quel point je suis fan de cet artiste de 21 ans que je suis depuis un certain moment et à qui je prédis un avenir artistique extraordinaire. Son univers musical vacille entre pop, R&B et plusieurs esthétiques musicales que je suis incapable de nommer vu la diversité qui se dégage de sa musique. Un timbre de voix exceptionnel, une puissance vocale rare et une sensibilité à fleur de peau forgée par un vécu difficile que l'artiste retranscrit avec beaucoup de dignité dans ses chansons. Bla ma nktir alaykoum, je vous laisse avec Stylo Warqa de Rim. وفي وسط الشدة كنشوف عين بنادم كيتشفى حاجة رباتني قدام مسحتها الدنيا قراتني بستيل ورقاي مشاكل غير دايرين بيا عناوين كتبتهم بيديا وانا وين انا فين منافقين بنت ليكم نية مشاكل غير دايرين بيا عناوين كتبتهم بيديا وانا وين انا فين منافقين بنت ليكم نية ولا ليلي الا ليلي. En fait, là, tu es fou amoureux. Pas fou amoureux de son travail parce que je trouve que, et vous allez le voir, c'est une petite jeune qui a commencé il n'y a même pas 2 mois et je me trompe très rarement, ça peut paraître prétentieux mais je peux vous dire que c'est la future graine de star qui va changer. On peut la recevoir quand vous voulez, en plus elle parle très bien. On peut la voir, il faut que ça reste chaud là, il faut qu'on la voit la semaine prochaine. La semaine prochaine alors, Rim, tu vas nous écouter, tu vas d'ailleurs partager en fait cette pépite et la semaine prochaine tu es invité directement par Ftilam. Bah oui, carrément. Et ben on fait comme ça. Il nous reste 3 minutes chrono, docteur. On a parlé des jeunes, on a parlé de foot, on a parlé de passe. Vous avez passé, on a parlé de rime. Vous venez de passer 1 heure avec nous. Comment allons-nous à nous écouter? Je vous adore. Vous excellez, vous êtes extraordinaire, vous formez une équipe extraordinaire. On va la refaire, soyez plus, plus sincère quand même. Vous êtes emballé là, docteur. Sauf quelqu'un qui vous êtes emballé là. Hors ligne, là, j'arrive pas à comprendre. Vous êtes énervé là, docteur. Pardon? Elle est à côté de la plaque aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Non. Mais non. Tu es sûr? C'est une rebelle. C'est vrai, agacée. C'est une bonne analyse tout à l'heure quand vous avez dit que je. Que nous étions une équipe extraordinaire. Non, pas du tout. Du tout. Quand vous avez dit que j'étais de nature pessimiste, c'est une manière pour moi de me protéger au quotidien. Je préfère m'imaginer le pire, comme ça. Vous n'avez pas joué beaucoup aux cartes quand vous étiez jeune? Parce que on calcule celui psychanalyse de Salima. Aux cartes, mais de quelles cartes parlez-vous? Les cartes poker, quoi. Ah mais c'est une grande joueuse de poker d'ailleurs. Vas-y, réponds, docteur. Ça me fait peur là. Vas-y. Oui, c'est que ça fait partie de ma vie. C'est la stratégie des personnes qui jouent au poker. Ah bon? Oui. Waouh, c'est extraordinaire parce que je sais que Salima joue au poker. Mais le pire, c'est que moi aussi, je sais qu'elle joue. Mais serait-il un bon docteur? Savoir je l'ai tout de suite. Je vous ai dit qu'il était exceptionnel. Extraordinaire. Je suis sur les fesses. Franchement, attention. On savait déjà. Il vaut mieux rester assis. Vous savez quoi? Il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Merci infiniment. Merci à vous. C'est toujours un bonheur de vous recevoir. Partagez. À revoir très vite. Il faut qu'on se revoie. On a besoin de, vous savez, une petite piqûre de rappel, de petites séances comme ça qui nous font du bien. Merci à vous tous. Au revoir, Salima. On va aller sur les fesses, Salima. La semaine prochaine. Ça remet pas. Ciao. بنيت حياتي بعيني مغمضة بلا أب لي يحضننا صرنا جامي وصلت القمة القلب وحداني في وسط الظلمة طيح النار ما نكونش ضحية مش بوحدي هكا أنا ومني ملايين في قلبي اللي مريتش
شالين براكين trop de questions ما لقيتش البراهين وغير صابرين وفي وسط الشدة كنشوف عين بنادم كيتشفى حاجة رباتني ودما مسحتها الدنيا قررت